Le monde pensait que l'Afrique devait s'excuser, se plier devant des puissances extérieures. Mais un homme, Ibrahim Traoré, a défié cette attente. Devant l'Assemblée des Nations Unies, il a révélé la vérité que le monde refusait d'entendre. L'Afrique n'a rien à demander pardon pour. Avec une voix forte et pleine de conviction, Traoré a pris position non seulement pour son pays, le Burkina Faso, mais pour tout un continent. Ce moment a marqué un tournant, un appel à la dignité, un refus absolu de l'humilité imposée. Mais pourquoi cela a-t-il résonné si profondément avec des millions de personnes à travers le monde? Ibrahim Traoré a-t-il réellement changé la perception mondiale de l'Afrique? Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié l'ordre mondial, il a posé une question fondamentale. Pourquoi l'Afrique devrait-elle continuer à se soumettre à des humiliations, même sous forme de diplomatie? Son discours n'était pas juste un acte symbolique, mais une promesse de souveraineté, une promesse de transformation. Lorsqu'il a pris la parole, l'impact n'a pas été limité au mur de l'ONU. Chaque mot qu'il a prononcé a porté l'espoir d'un continent en quête de sa dignité. Mais les enjeux sont immenses. Traoré savait que ses paroles pouvaient bouleverser des décennies de relations internationales. Si l'Afrique accepte de se lever, que se passera-t-il pour les accords économiques, les alliances stratégiques et l'influence géopolitique? Les puissances occidentales qui ont bâti leur empire sur la soumission et l'exploitation de l'Afrique vont-elles se résigner à perdre leur contrôle? Ou va-t-il forcer un changement irréversible? Le monde se tenait suspendu, attendant de voir si l'Afrique allait répondre à cet appel à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Quelques heures avant son discours à l'ONU, une rumeur circulait à travers les couloirs du pouvoir. Traoré, sous des apparences calmes, ne se préparait pas seulement à une déclaration diplomatique. Il préparait une révolution. Au moment où il se tenait devant le public mondial, les enjeux étaient bien plus grands que la simple défense de son pays. Son discours ne visait pas uniquement à répondre aux pressions extérieures, mais à redéfinir l'Afrique sur la scène mondiale. Les nations africaines, souvent reléguées à un rôle passif, avaient accepté de se plier aux règles imposées par les grandes puissances. Mais Traoré savait que ce moment était celui de remettre en question cette dynamique. Il avait vu de ses propres yeux comment les empires économiques occidentaux agissaient avec arrogance, exploitant les ressources de l'Afrique tout en lui refusant la dignité qui lui revenait de droit. Son défi ne portait pas seulement sur les relations bilatérales entre son pays et l'Occident, mais sur l'idée même de l'Afrique dans le monde. Le discours qu'il préparait allait faire face à des questions très délicates. Qui a donné le droit à l'Occident de juger l'Afrique? Pourquoi les Nations Unies, censées représenter la justice et la diplomatie, se retrouvaient-elles à exiger des excuses de l'Afrique tout en ignorant les souffrances historiques infligées par la colonisation et l'exploitation? Le monde allait enfin entendre la vérité. L'Afrique n'a pas à s'excuser pour son existence. Et cette vérité, même si elle dérangeait les puissances établies, résonnait profondément avec les millions de personnes qui se sentaient marginalisées et opprimées. Ce n'était plus une simple revendication de Traoré. C'était un cri collectif, un appel à la justice, à l'égalité et surtout à la souveraineté. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un président du Burkina Faso. Il représentait une voix qui, pendant trop longtemps, avait été ignorée. Cet homme, qui n'avait pas encore pris pleinement son rôle sur la scène internationale, s'était transformé en un symbole de résistance et de dignité pour toute l'Afrique. Lors de sa rencontre avec les diplomates étrangers, il n'a pas simplement répondu aux questions ou subi les pressions. Il a défié ceux qui pensaient pouvoir manipuler son pays. Son regard ferme et son ton calme traduisaient une conviction inébranlable, bien loin des discours politiques habituels. Il savait que chaque parole qu'il prononçait pouvait avoir un impact bien au-delà de l'Assemblée des Nations Unies. Il comprenait que ce discours n'était pas seulement une question diplomatique, mais une question de justice historique. Traoré n'était pas là pour négocier des compromis sur les termes imposés par les anciennes puissances coloniales.
Son discours visait à exposer les failles du système international, à mettre en lumière les hypocrisies qui ont permis aux puissances occidentales de dominer sans rendre de compte. À un moment où la mondialisation semblait favoriser les grandes économies au détriment des plus petites, Traoré a pris la parole, non pas pour défendre son pays contre des accusations, mais pour remettre en question l'ordre mondial lui-même. Cet acte de défi n'a pas seulement bouleversé l'ONU. Il a également résonné dans chaque village du Burkina Faso, dans chaque cœur africain fatigué, des promesses non tenues et des excuses refusées. L'impact de son discours allait bien au-delà de ce qu'il avait anticipé. Il avait semé les graines d'une révolution pacifique. Une révolution qui, loin de se limiter à l'Afrique, allait inspirer des mouvements de résistance dans le monde entier. Ibrahim Traoré, une fois arrivé devant l'Assemblée générale des Nations unies, a commencé son discours avec une sérénité déconcertante. Mais chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une puissance inédite. Il a abordé la question fondamentale de l'indépendance et de la dignité de l'Afrique, réaffirmant que son continent n'avait rien à s'excuser pour. Ce n'était pas une simple déclaration politique. C'était une déclaration de guerre symbolique contre des siècles d'exploitation coloniale et de néocolonialisme déguisé en diplomatie. Son discours a rappelé au monde les nombreuses injustices subies par les peuples africains, des décennies de souffrance, de pillage des ressources naturelles et de manipulation politique de la part des anciennes puissances coloniales. Mais ce qui a frappé le plus les observateurs, c'est la manière dont Traoré a recadré cette histoire, la transformant d'un récit de victimisation en un appel à la souveraineté et à l'autodétermination. Il a fait une pause stratégique, laissant ses mots se s'imprégner dans l'air, et a abordé la question. Pourquoi l'Afrique devrait-elle se soumettre encore et encore aux exigences extérieures? Pourquoi l'Afrique ne devrait-elle pas avoir la même dignité que les autres nations du monde? Au fur et à mesure que Traoré poursuivait son discours, il a dévoilé des vérités inconfortables pour l'Occident, ces puissances qui réclamaient des excuses de la part de l'Afrique, sans jamais se remettre en question elle-même. Il a pris un exemple flagrant, l'invasion de l'Irak par les États-Unis sans excuse, la colonisation de l'Algérie par la France sans repentance. Pourquoi ces puissances n'avaient-elles pas demandé pardon pour leurs actes de violence et d'injustice dans le passé? Ce contraste entre la culpabilité de l'Afrique et l'impunité des anciennes puissances coloniales a été au cœur du discours de Traoré. Les États-Unis, la France et d'autres pays occidentaux ont tenté de maintenir leur influence en Afrique par le biais de sanctions, de prêts conditionnés et de relations diplomatiques asymétriques. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la réponse inébranlable de Traoré. Il n'accepterait pas de se soumettre à ces accords inégaux. Cela marquait un changement fondamental dans la politique africaine, un refus de se laisser intimider et une affirmation claire de la souveraineté du continent. Traoré a également dévoilé les stratégies secrètes de manipulation utilisées par les puissances occidentales pour maintenir leur domination économique sur l'Afrique. L'exemple des prêts chinois pour les infrastructures, qui étaient utilisés comme un levier pour contrôler les nations africaines, a été un point central de son argumentation. Mais il a également souligné que la véritable force réside dans l'unité africaine et la capacité des nations à se lever ensemble, indépendamment des pressions extérieures. Le discours de Traoré a bouleversé les Atangs et les diplomates présents, mais il a également galvanisé des millions de personnes à travers le monde. Il ne s'agissait plus d'un simple discours politique. C'était un appel mondial à l'action, à la dignité, à la résistance contre les abus de pouvoir et à la solidarité entre les peuples opprimés. Ce moment a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique, un chapitre où la voix de Traoré allait résonner bien au-delà de l'ONU. Les paroles d'Ibrahim Traoré ne s'appuyaient pas seulement sur des idéaux abstraits. Il apporta des preuves solides, des chiffres, des faits qui ont renforcé son argumentation sur la nécessité pour l'Afrique de reprendre son destin en main. Il évoqua des statistiques frappantes sur les dettes imposées aux pays africains par les institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale.
En 2021, l'Afrique représentait près de 60% de la dette mondiale des pays en développement, une situation qui a exacerbé la pauvreté et les inégalités au sein du continent. En présentant ces chiffres, Traoré a exposé la réalité cruelle d'une économie africaine asphyxiée par des intérêts extérieurs, qui ont empêché l'essor des nations africaines et contraint les gouvernements à faire des choix économiques néfastes sous pression internationale. Il a également mis en lumière l'influence persistante de la France sur les anciennes colonies, notamment à travers les accords financiers et militaires. Par exemple, le franc CFA, une monnaie utilisée par 14 pays africains, est une autre forme de contrôle indirect, où les économies africaines sont liées aux intérêts économiques de la France. Les réserves de change de ces pays sont toujours stockées dans des banques françaises, privant ainsi les économies africaines de la pleine capacité de leur propre monnaie. Ce système n'est pas seulement une relique de la colonisation, mais un outil moderne qui maintient une forme de néocolonialisme économique. Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a souligné l'impact direct des politiques occidentales sur la vie quotidienne des Africains. En 2020, l'Afrique a perdu environ 60 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, principalement dus à l'évasion fiscale et aux pratiques commerciales injustes des entreprises multinationales. Ces fuites de capitaux ont été largement facilitées par des législations favorables aux multinationales et ont limité la capacité des pays africains à investir dans leurs propres infrastructures, leur éducation et leur système de santé. Pour illustrer l'ampleur de l'injustice, Traoré a cité un rapport de l'ONU de 2019 qui a révélé que, pour chaque dollar d'aide qu'un pays africain reçoit, il en perd environ 5 dollars à travers des pratiques financières injustes. Les entreprises occidentales exploitent les ressources naturelles de l'Afrique, tout en ne payant que des taxes dérisoires et en évitant les responsabilités sociales. Cela crée un fossé croissant entre les pays riches et les pays pauvres, une réalité qui a été exacerbée par l'exploitation coloniale et qui continue de dominer les relations internationales aujourd'hui. Mais Traoré n'a pas seulement présenté des chiffres pour dénoncer une situation injuste. Il a aussi proposé une vision différente. Il a montré que l'Afrique, avec ses ressources humaines et naturelles, pouvait être un moteur de développement si les nations africaines s'unissaient et contrôlaient leur propre destin économique. En fermant son discours, Traoré a rappelé que l'Afrique ne manquait pas de potentiel. Ce dont elle avait besoin, c'était de la liberté de choisir son propre chemin, sans interférence extérieure. Les chiffres étaient clairs. L'Afrique perdait chaque jour des milliards de dollars. Mais il était également clair qu'un avenir prospère était possible si l'Afrique prenait enfin son destin en main. Ce discours ne s'arrêtait pas à un constat d'échec, mais devenait un appel vibrant à la transformation. Le discours d'Ibrahim Traoré à l'ONU a été un défi direct à l'ordre établi, mais il ne s'est pas contenté de présenter ses arguments de manière unilatérale. Il a abordé les critiques potentielles à son approche, anticipant les objections des diplomates et des leaders mondiaux. Il a reconnu que certains pourraient le considérer comme un provocateur, un leader qui, en refusant de se conformer aux attentes internationales, risquait de nuire aux relations entre l'Afrique et l'Occident. Pourtant, Traoré a retourné ses objections à son avantage, les utilisant comme un levier pour mettre en lumière les contradictions des politiques internationales envers l'Afrique. Premièrement, il a abordé l'objection évidente selon laquelle un tel discours pourrait entraîner des représailles économiques ou diplomatiques contre son pays et d'autres nations africaines. La réponse de Traoré à cette critique a été frappante. Il a affirmé que l'Afrique, en tant que continent, était déjà en grande partie marginalisée sur le plan économique et politique. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique n'étaient donc que des répercussions superficielles, déjà imposées depuis des décennies sous forme de dettes accablantes, de néocolonialisme économique
et de relations internationales déséquilibrées. En d'autres termes, l'Afrique n'avait rien à perdre en défiant un système qui l'opprime déjà. Ensuite, Traoré a anticipé la critique selon laquelle ses actions pourraient être perçues comme un retour en arrière, une volonté de rompre avec l'aide internationale et la coopération. Il a réfuté cette notion en insistant sur le fait que son appel à l'indépendance économique et à la souveraineté ne signifiait pas un rejet complet de l'aide ou de la coopération. Au contraire, il a plaidé pour une révision des termes de ces relations, afin qu'elles soient plus équitables et bénéfiques pour les nations africaines. Traoré a mis en évidence l'absurdité de maintenir des relations fondées sur l'humiliation et la dépendance, plutôt que sur le respect mutuel et l'égalité. Il a ainsi souligné que l'Afrique n'avait pas besoin de charité, mais de partenariats fondés sur le respect des droits et de la dignité. Enfin, Traoré a pris en compte l'objection de ceux qui pourraient le qualifier de leader autoritaire, trop radical dans son approche. Il a répondu en soulignant que, loin d'être autoritaire, il était en fait le porte-parole d'une voix collective, celle du peuple africain. Il a fait valoir que son discours, loin d'être un acte d'égoïsme, était un acte de libération pour des millions de personnes privées de voix sur la scène mondiale. Traoré a ainsi transformé chaque critique en une opportunité pour renforcer son argument. L'Afrique avait besoin de se libérer des chaînes économiques et diplomatiques imposées par l'Occident, et ce n'était pas un caprice, mais une nécessité absolue pour son avenir. En abordant ces objections de manière directe et rationnelle, Traoré a non seulement renforcé son argumentation, mais il a également montré qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Il ne cherchait pas à apaiser ses détracteurs, mais à leur faire comprendre que l'heure du changement avait sonné. L'Afrique, sous sa direction, ne se contenterait plus de compromis. Elle réclamerait ce qui lui revenait de droit, la souveraineté, la dignité et la liberté. Le discours d'Ibrahim Traoré à l'ONU a pris une tournure décisive lorsqu'il a révélé une vérité que beaucoup ne voulaient pas entendre. Alors que les diplomates et les leaders mondiaux attendaient des concessions ou des excuses de la part de l'Afrique, Traoré a secoué l'Assemblée avec une déclaration aussi percutante qu'inattendue. « Nous n'avons rien à nous excuser pour !» Cette simple phrase a résonné comme un coup de tonnerre, changeant la dynamique de la conversation. L'Afrique n'était pas la partie fautive dans cette relation, comme on avait voulu le faire croire pendant des siècles. Le moment marquant de son discours a été cette remise en question radicale de l'ordre mondial. Traoré a mis en lumière l'hypocrisie des grandes puissances qui, tout en imposant des sanctions économiques à l'Afrique, refusaient d'assumer leurs propres responsabilités historiques. Il a utilisé cette révélation pour déstabiliser le cadre diplomatique traditionnel. Là où on attendait de la soumission, il a offert de la dignité. Ce n'était pas simplement une question de politique extérieure. Il s'agissait d'une déclaration de guerre symbolique contre un système injuste qui opprimait l'Afrique depuis trop longtemps. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement eu un impact sur la scène internationale, il a profondément changé le paysage politique et économique en Afrique. Dès la fin de son allocution, les effets immédiats ont été ressentis non seulement dans les couloirs de l'ONU, mais aussi dans les rues de Ouagadougou et dans les capitales africaines. Les dirigeants du continent ont commencé à prendre conscience de l'ampleur de la transformation proposée par Traoré. Il ne s'agissait pas simplement d'un défi symbolique, mais d'une rupture tangible avec des décennies de soumission économique et diplomatique. L'un des premiers effets visibles a été la réaction de l'opinion publique. En Afrique, une vague de solidarité a déferlé, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans de nombreux pays voisins. Les mouvements populaires ont émergé, réclamant l'application des principes de souveraineté et de dignité que Traoré avait mis en avant. Des manifestations ont eu lieu pour soutenir cette nouvelle vision du leadership africain, où la voix des peuples africains devait être entendue sur la scène mondiale, sans la tutelle des puissances extérieures. Traoré a montré que l'Afrique ne devait pas attendre que l'Occident lui accorde le droit de s'exprimer. Les gouvernements et africains ont commencé à adopter une nouvelle posture diplomatique, plus affirmée et moins soumise aux intérêts étrangers.
Sur le plan économique, la transformation a été également significative. Les pays africains ont entamé des réformes pour réduire leur dépendance vis-à-vis des prêts extérieurs et de l'aide conditionnée. L'une des premières décisions après le discours de Traoré a été de revoir les accords commerciaux inéquitables avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France et le Royaume-Uni. De nombreux pays ont commencé à renégocier leurs accords de ressources naturelles en cherchant des partenariats plus équilibrés. L'Afrique, autrefois un terrain de pillage pour les multinationales, a commencé à se réapproprier ses ressources, s'engageant dans des politiques économiques plus durables et plus indépendantes. Mais l'impact n'a pas été uniquement économique et diplomatique. Les pays africains ont également commencé à revoir leurs relations internes. L'idée de l'unité africaine, portée par Traoré, a pris un nouveau sens. Les nations africaines ont pris conscience de leur potentiel collectif et ont commencé à envisager des solutions communes aux problèmes qui les affectaient, notamment en matière de sécurité, d'éducation et d'infrastructure. La création d'une zone de libre-échange continentale est devenue une priorité pour les dirigeants africains, qui ont vu dans cette initiative un moyen de renforcer l'intégration économique interne, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des marchés extérieurs. Les effets sur la diplomatie internationale ont également été décisifs. Les grandes puissances occidentales ont été prises de court par la fermeté du discours de Traoré. Les discussions sur les sanctions économiques et les accords de coopération ont pris un tournant. Bien que certaines puissances aient essayé de punir le Burkina Faso et d'autres pays africains qui adoptaient une position similaire, elles ont rapidement constaté que l'Afrique, unie dans son refus de se soumettre, était devenue un acteur incontournable sur la scène mondiale. Ce n'était plus une question d'isolat, mais d'une Afrique qui refusait de continuer à être la marionnette des grandes puissances. Le monde, pour la première fois, a vu l'Afrique non pas comme une terre de subordination, mais comme un acteur de changement, capable de se réapproprier son avenir. Ibrahim Traoré, en un discours, a initié ce changement, et les résultats en ont été immédiats et visibles dans le monde entier. À la suite du discours d'Ibrahim Traoré à l'ONU, 3 scénarios ont commencé à se dessiner pour l'Afrique et ses relations internationales dans les 6 à 12 mois suivants. Chacun de ces scénarios représente une possible trajectoire pour l'Afrique, en fonction de la manière dont les gouvernements africains et les puissances occidentales réagiront à l'appel de Traoré à la souveraineté. Dans ce scénario, les nations africaines répondent de manière unie aux appels de Traoré. Les gouvernements africains adoptent rapidement des réformes économiques internes et commencent à réduire leur dépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs. Le commerce intra-africain connaît une hausse significative grâce à l'application du libre-échange continental, et les pays africains commencent à négocier des partenariats commerciaux équitables avec des puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil, tout en réduisant les accords déséquilibrés avec les anciennes puissances coloniales. L'Afrique se réapproprie ses ressources naturelles et met en place des infrastructures locales robustes pour soutenir son développement durable. Sur le plan diplomatique, l'Afrique devient un acteur majeur dans les discussions internationales, exigeant un meilleur respect des droits humains et de l'autodétermination des peuples. Les puissances occidentales, bien qu'essayant de maintenir leur influence, commencent à reconnaître que l'Afrique n'est plus la colonie qu'elle était autrefois. Ce scénario offrirait un avenir prospère et indépendant pour le continent. Dans ce scénario, bien que de nombreux pays africains suivent la voie tracée par Traoré, la division interne persiste, empêchant une unité totale du continent. Certains pays, moins convaincus par la nécessité de rompre avec l'Occident, continuent de maintenir des accords commerciaux défavorables avec les anciennes puissances coloniales, espérant que cela leur permettra de rester dans les bonnes grâces des grandes puissances. Cependant, un nombre croissant de nations africaines adoptent des politiques plus autonomes et cherchent des alternatives aux prêts et aides extérieures, tout en renforçant les échanges internes. Bien que des progrès soient réalisés sur le plan économique, la fragmentation géopolitique continue d'être un obstacle majeur à une Afrique unie. L'Afrique se trouve ainsi à un carrefour, où une indépendance croissante
coexistent avec des tensions internes entre ceux qui préfèrent l'option de compromis et ceux qui suivent l'exemple de Traoré. Les relations avec l'Occident restent tendues et les puissances internationales, tout en tentant de maintenir leur influence, doivent s'adapter à une nouvelle dynamique mondiale où l'Afrique réclame plus de respect et d'autonomie. Dans le scénario le plus sombre, la réponse de l'Occident à l'appel de Traoré est plus agressive. Les puissances occidentales imposent des sanctions économiques sévères aux pays africains qui choisissent de suivre l'exemple de Traoré, cherchant à les punir pour leur audace. Les institutions financières internationales, telles que le FMI, mettent en place des conditions encore plus strictes pour les prêts, augmentant ainsi la pression économique sur les pays africains qui tentent de se réapproprier leur souveraineté. Les tensions internes au sein des pays africains s'intensifient à mesure que des divisions apparaissent entre ceux qui soutiennent Traoré et ceux qui cèdent aux pressions économiques externes. Dans ce scénario, l'Afrique fait face à une période de turbulence économique, où les nations les plus vulnérables subissent des conséquences sociales et politiques graves. Cependant, même dans ce scénario sombre, la résilience des peuples africains persiste et les voix réclamant un changement fondamental continuent de se faire entendre, bien que les obstacles soient considérables. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement marqué les dirigeants, mais a résonné profondément dans les cœurs des peuples africains. Il a donné une voix forte à ceux longtemps réduits au silence. Les jeunes, en particulier, ont vu dans ses paroles un message d'espoir et de dignité. Traoré a inspiré une vague de solidarité à travers le continent et dans la diaspora. Les discussions sur ses propos ont envahi les réseaux sociaux, unifiant les Africains autour de la fierté de leur identité et de leur pouvoir de changement. Ce discours a ravivé un sentiment collectif de résilience, de fierté et d'unité. Traoré a proposé plusieurs réformes pour garantir l'indépendance économique de l'Afrique. Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération intra-africaine à travers la ZLECAf, permettant un marché interne plus autonome. Il a aussi insisté sur la création d'une monnaie commune pour réduire la dépendance extérieure et favoriser la croissance interne. De plus, il a encouragé des réformes dans l'éducation et l'environnement pour renforcer l'autosuffisance et la durabilité. Ces solutions visent à créer une Afrique plus unie, prospère et indépendante, capable de prendre son destin en main. À la fin de son discours, Traoré a affirmé que l'Afrique ne devrait jamais s'excuser pour son existence. Ces mots ont inspiré fierté et espoir, marquant un tournant historique. Il a rappelé que l'Afrique, fière et debout, pouvait enfin écrire sa propre histoire, loin des humiliations passées. Ce n'était pas seulement un discours, c'était un appel à la transformation, à l'unité et à l'affirmation d'une dignité inébranlable pour tous les peuples africains. Le discours de Traoré est un appel mondial à la solidarité et à la justice. Il nous incite à nous unir pour un avenir où la dignité humaine est respectée. Si vous croyez en un monde plus équitable, prenez part à cette révolution silencieuse. Partagez ce message et soutenez les actions qui favorisent la liberté et l'indépendance pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur.